Un chiffre s'effondre tandis qu'un autre s'emballe, et la Guinée-Bissau bascule en une nuit. 2 années de promesses figées se heurtent à la des mois d'exaspération ascendante, révélant une fracture que plus personne ne peut ignorer au moment où l'État vacille. Alors, que signifie pour une région déjà marquée par des figures comme Ibrahim Traoré un basculement aussi soudain et chargé d'incertitudes politiques? Dans ce paysage instable, chaque semble redéfinir les limites du possible. La transition ouverte à Bissau porte une promesse implicite, celle de restaurer un système capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner avec une cohérence minimale, après des années où les institutions ont été fragilisées par des dissolutions répétées et une gouvernance devenue distante. Pour les habitants, le véritable bénéfice attendu tient en 10 ou 12 mots. Retrouver un État présent, lisible et capable de répondre. Cette attente crée un enjeu décisif, car si la promesse se délite, le pays risque de retomber dans le cycle qu'il tentait justement de briser, celui où chaque crise politique engendre une rupture plus profonde que la précédente. Dans ce contexte, les premiers jours de la transition deviennent un test grandeur nature. Chaque décision, même administrative, agit comme un signal envoyé à une population qui observe avec une vigilance accrue. Et une question sous-jacente, ouverte depuis la chute du pouvoir, maintient la tension. Une transition peut-elle vraiment stabiliser un pays qui s'est habitué à vivre en équilibre précaire? Un premier révélateur apparaît. La crise n'a pas émergé en quelques semaines, mais après plus de 3 ans de tensions politiques accumulées, longtemps sous-estimées par les observateurs extérieurs. Le second révélateur, plus discret mais tout aussi déterminant, tient au moment précis de l'explosion. Elle ne survient qu'après la neutralisation progressive des contre-pouvoirs, créant une trajectoire où la rupture devient presque mécanique. Dans ce cadre, la transition qui s'ouvre à Bissau ne peut être comprise sans revenir sur la lente érosion des institutions. Dès la première dissolution parlementaire, un avertissement clair avait été envoyé. La seconde a confirmé la volonté d'un exécutif cherchant à remodeler l'État à son image. Dans les rues, cette séquence a modifié la perception collective. Ce qui ressemblait à un bras de fer institutionnel s'est transformé en sentiment d'étouffement politique. Les citoyens ont vu les services publics décliner, les prix augmenter, les infrastructures se dégrader, tandis que la présence du chef de l'État sur le territoire s'amenuisait. Cette absence prolongée, perçue comme un abandon, a nourri une frustration diffuse qui s'est propagée comme une traînée de poudre. Les rumeurs de fonds détournés et de contrats opaques ont renforcé un climat de suspicion généralisée, jusqu'au point où la démocratie elle-même n'était plus perçue que comme une façade. Lorsque la prolongation du mandat présidentiel a été lue comme un arrangement politique plutôt qu'une décision de justice, la perte de légitimité est devenue brutale. Chaque jour supplémentaire ajouté au calendrier institutionnel augmentait la tension dans les casernes, comme dans les quartiers populaires. C'est à ce moment qu'un parallèle implicite avec d'autres transitions du Sahel et des figures devenues symboliques comme Ibrahim Traoré a commencé à irriguer les discussions. Non pas comme un modèle à copier, mais comme un signe que des interventions correctives pouvaient désormais s'inscrire dans l'imaginaire régional. Ainsi, lorsqu'une partie de l'armée a finalement agi, de nombreux habitants ont interprété l'événement non comme une rupture soudaine, mais comme l'aboutissement logique d'un système arrivé en bout de course. Le premier repère humain apparaît à travers le témoignage d'un officier resté anonyme, présent dans la capitale lors des premières heures de la rupture. Il décrit ce qu'est une ville, suspendue entre la stupeur et un étrange sentiment de soulagement, une atmosphère paradoxale où la peur d'un dérapage cohabitait avec l'intuition que le statu quo ne pouvait plus durer. Ce regard de terrain éclaire l'effet immédiat de la transition, une recomposition silencieuse des émotions collectives, presque plus rapide que les mouvements institutionnels eux-mêmes. Un second micro-récit, celui d'une infirmière de l'hôpital central, révèle une dynamique tout aussi significative.
Dès la première nuit, raconte-t-elle. Les quartiers se sont mis à circuler plus librement, malgré le couvre-feu. Dans son service, les patients commentaient la situation avec une lucidité désabusée. Ils ne redouteraient pas tant un chaos soudain qu'un retour au comme avant, signe que la rupture avait déjà modifié l'horizon d'attente du quotidien. À travers ces échanges fragmentés, la transition prenait la forme d'un réajustement émotionnel immédiat. Ces deux récits permettent d'observer comment une intervention institutionnelle transforme d'emblée les comportements sociaux. Une transition n'agit pas seulement sur la structure de l'État, elle reconfigure instantanément les manières de percevoir le risque, de mesurer l'incertitude et d'imaginer ce qui peut suivre. À Bissau, ces réactions précoces avaient une valeur diagnostique. Elles révélaient une population ni euphoriquement confiante, ni paralysée par la peur, mais en attente d'un sens renouvelé à donner au geste du pouvoir. Un changement n'existe que s'il modifie le vécu quotidien. Tout commence par un glissement discret, un décret, puis une dissolution. La première passe comme une alerte institutionnelle. La seconde installe l'idée qu'un cap irréversible est en train d'être franchi. Chaque geste politique resserre le pouvoir autour de l'exécutif, tandis que le Parlement s'asphyxie lentement. Dans les ministères, les signaux se multiplient, d'anciens alliés s'éloignent, les rumeurs d'affaires opaques se densifient. Les fonctionnaires parlent plus bas, comme s'ils pressentaient que la mécanique gouvernementale se détraquait. L'économie s'essouffle, les prix flambent, les routes se dégradent, les hôpitaux manquent de tout. Puis vient la longue séquence d'absence. Le président voyage sans cesse. Paris, Lisbonne, New York, laissant derrière lui un vide dangereux. Le pays le voit partir mais rarement revenir. Cette distance prolongée crée un sentiment d'abandon qui circule dans les marchés comme dans les couloirs administratifs. La colère, d'abord diffuse, se structure. Elle enfle dans les files d'attente devant les pharmacies vides, dans les conversations nocturnes des casernes, dans les murmures des jeunes officiers qui observent les incohérences d'un système en perte d'équilibre. Certains comparent les trajectoires régionales, évoquant des figures comme Ibrahim Traoré, non comme modèle, mais comme symbole d'un basculement assumé qui renverse les calculs habituels. La décision judiciaire qui prolonge le mandat présidentiel agit comme un déclencheur brutal. Elle n'est pas perçue comme une mesure de justice, mais comme un arrangement politique aux contours opaques. Les Russes s'embrasent verbalement, les opposants protestent, les citoyens fulminent, l'armée observe, froide et calculatrice. Les élections qui suivent plongent dans la confusion. Deux camps proclament victoire sans résultats finaux, révélant un paysage institutionnel au bord de la paralysie. La confiance s'effondre. Plus personne ne croit que la mécanique démocratique peut absorber un choc supplémentaire. Puis, tout accélère. Dans la nuit, des unités spéciales se déplacent en silence. Elles prennent les ponts, les axes principaux, la radio nationale. Elles encerclent la présidence, sans tir ni agitation. À l'aube, le président est arrêté. Les frontières se ferment, l'espace aérien se verrouille, les ministres sont rassemblés. La hiérarchie militaire s'affiche, droite, assurée, parlant peu, agissant vite. La scène n'a rien du chaos attendu. Elle ressemble à une opération chirurgicale, méthodique, pensée pour éviter la déflagration. La population réagit instantanément. Un mélange de surprise, d'espoir et de fatigue accumulée se déverse dans les rues. Certains dansent, d'autres prient, tous perçoivent la gravité du moment. À l'étranger, les diplomaties s'agitent, évoquant un risque régional et un précédent dangereux. Mais sur le terrain, le récit est différent. Le peuple parle de libération, les militaires parlent de sauvetage, la rue parle d'un poids retiré. Et au cœur de cette séquence, une certitude s'impose. Rien ne redeviendra comme avant. Un premier repère chiffré montre un effritement institutionnel mesurable. En 2 ans,
Les dissolutions successives du Parlement ont entraîné une chute d'environ 30% de la participation aux consultations politiques internes, une variation qui indique non seulement une fatigue démocratique, mais aussi une perte progressive de confiance dans la capacité des institutions à arbitrer les conflits. Ce recul agit comme un multiplicateur de tensions sociales, car moins les citoyens se sentent représentés, plus la pression politique se déplace vers les rues et les casernes, modifiant l'équilibre du pays. Un second repère quantitatif éclaire la question de la présence exécutive sur le territoire. Selon les témoignages recensés, le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Ce glissement crée une variation de disponibilité politique qui a des effets immédiats. La médiation des conflits devient incertaine, les services administratifs fonctionnent sans impulsion centrale, et le sentiment d'abandon gagne simultanément les zones urbaines et rurales. Cette absence persistante fragilise le lien symbolique entre gouvernants et gouvernés, un lien déjà affaibli par les controverses institutionnelles. Un troisième repère, moins chiffré mais tout aussi révélateur, concerne la perception de légitimité. Lorsque la prolongation du mandat a été interprétée comme un arrangement politique plutôt qu'une décision de justice, la confiance résiduelle dans l'exécutif aurait enregistré une variation négative brutale, même si aucun taux officiel n'a été publié. Ce basculement, intangible mais massif, agit comme un indicateur caché. Il montre que le seuil de tolérance collective a été dépassé, transformant une crise institutionnelle en rupture structurelle. Ces trois variations, recul de participation, absence prolongée, perte de légitimité, forment la matrice explicative de la crise. Ils ne constituent pas seulement des données, ils révèlent une dynamique cumulative qui conduit un système institutionnel à perdre sa capacité d'absorption des chocs internes. Une fois cette capacité compromise, chaque événement marginal peut devenir un catalyseur, accélérant la trajectoire vers la rupture. Dans ce contexte, les comparaisons régionales s'imposent naturellement dans l'esprit de nombreux habitants, notamment à travers la figure d'Ibrahim Traoré, souvent cité comme symbole d'une intervention capable de réorienter un État fragilisé. Sans que les situations soient identiques, cette référence offre une grille de lecture alternative. Elle suggère qu'une intervention militaire n'est pas toujours perçue comme une rupture antidémocratique, mais parfois comme la conséquence logique d'un système devenu incapable de se corriger lui-même. Les chiffres exposés ne décrivent donc pas seulement une défaillance structurelle, ils dépeignent un état émotionnel collectif. L'accumulation de variations négatives marque le moment où une démocratie ne vacille plus simplement, mais glisse vers une zone où la crise cesse d'être un accident et devient une destination probable. Pour une partie de la population, cette lecture rend l'intervention militaire non pas souhaitable, mais compréhensible, voire inévitable, dans un cadre institutionnel déjà dégradé. Les défenseurs de l'intervention militaire avancent une première thèse solide. Selon eux, les institutions étaient déjà paralysées bien avant l'arrestation du président. La double dissolution du Parlement avait affaibli l'équilibre des pouvoirs. Les voyages incessants du chef de l'État avaient créé un vide décisionnel durable et les rumeurs persistantes de fonds détournés nourrissaient une suspicion générale. Dans cette lecture, l'intervention ne serait pas un projet de conquête, mais la réponse ultime à une dérive institutionnelle devenue incontrôlable. Elle viserait à empêcher l'effondrement complet d'un système administratif déjà fragilisé dans ses fonctions essentielles, notamment celles liées à la médiation politique et à la continuité des services publics. Face à cette interprétation, les critiques défendent une position opposée, mais tout aussi structurée. Pour eux, toute intervention militaire, quelle qu'en soit la justification, déplace la source de l'autorité vers une structure qui n'a pas été mandatée par les urnes. Ils rappellent que même lorsqu'un dirigeant dépasse ses prérogatives, interrompre le processus démocratique
constitue un précédent dangereux. Si l'armée devient l'arbitre ultime du politique, le risque c'est de transformer chaque crise institutionnelle en opportunité de renversement. Il souligne également que, dans plusieurs transitions de la région, les promesses de redressement ont parfois débouché sur des périodes prolongées d'incertitude, voire de blocage. Pour répondre à ces deux thèses, il faut revenir à la structure événementielle décrite dans la source. Le renversement n'a pas émergé spontanément. Il est intervenu au moment où chaque axe institutionnel, législatif, exécutif et démocratique avait été simultanément affaibli. La décision controversée de prolonger le mandat a servi de catalyseur, déclenchant une perte de légitimité qu'aucun mécanisme interne ne semblait plus en mesure de réparer. Dans un tel contexte, l'intervention militaire a été interprétée par une partie de la population non comme une rupture du jeu démocratique, mais comme une tentative de préserver ce qui pouvait encore l'être. Ainsi, la réponse la plus cohérente se trouve dans l'enchaînement même des faits. La transition est moins apparue comme un geste de substitution que comme la conséquence logique d'un système arrivé en bout de course. La scène qui circule sur les téléphones, quelques soldats alignés devant un bâtiment administratif, immobile, méthodique, a modifié la lecture collective de la crise. Elle ne montrait ni fracas ni affrontement, mais une prise de contrôle calme, presque clinique, en contraste direct avec les alertes relayées à l'étranger. À partir de cette image, les discussions dans les rues ont changé de ton. L'effondrement perçu la veille devenait l'hypothèse d'un recentrage. Cette relecture s'est amplifiée lorsque certains y ont vu un parallèle implicite avec d'autres transitions régionales, où des figures comme Ibrahim Traoré avaient reconfiguré l'imaginaire de la souveraineté. Sans que les situations soient identiques, ce miroir a donné du relief à l'événement. Il a suggéré que la rupture n'était peut-être pas synonyme de chaos, mais d'un possible repositionnement stratégique. L'image en elle-même, pourtant banale, a fonctionné comme un révélateur. Elle montrait une armée qui ne cherchait pas la confrontation, mais tentait d'éviter l'effondrement d'un État déjà fragilisé. Pour une partie des habitants, c'était la première preuve tangible que la transition pouvait ouvrir autre chose qu'un vide incertain. Les premières conséquences institutionnelles se manifestent au cœur même de l'administration. La chute du président crée un espace inédit où les structures doivent fonctionner sans direction politique affirmée. Les cadres intermédiaires improvisent, recomposent des chaînes de décision affaiblies par des années de dysfonctionnement. Pour certains fonctionnaires, cette vacance offre une opportunité rare, celle de remettre à plat un appareil d'État dont les mécanismes internes s'étaient enrayés. Mais pour d'autres, elle représente une zone grise périlleuse où chaque initiative peut être perçue comme un pari risqué. Ce double mouvement révèle une incertitude profonde. Personne ne sait encore si la transition renforcera l'architecture institutionnelle ou si elle l'exposera davantage aux luttes internes qui sommeillaient déjà. Sur le plan économique, les effets sont immédiats, mais ambivalents. Les secteurs fragilisés, santé, infrastructures routières, services publics, subissent une tension accrue liée au ralentissement administratif provoqué par la transition. Cette paralysie partielle pèse sur les chaînes d'approvisionnement, sur les hôpitaux déjà en manque de ressources et sur les marchés où les prix, longtemps instables, restent difficiles à contenir. Pourtant, paradoxalement, l'intervention remet au premier plan la question du contrôle des ressources, un sujet longtemps repoussé malgré sa centralité stratégique. Dans certains échanges locaux, on évoque la possibilité de renégocier les priorités économiques, d'assainir les contrats ou de redéfinir les circuits de redistribution. Cette repolitisation de l'économie reste incertaine, mais elle marque un tournant dans la manière dont les citoyens perçoivent les choix budgétaires à venir. À l'échelle sociale, les répercussions se lisent dans les émotions contrastées qui traversent les quartiers. Loin d'un effondrement généralisé, les rues expriment un mélange de soulagement, de fatigue et d'espoir prudent. Les jeunes, hyperconnectés,
jouent un rôle clé dans la diffusion d'images et de récits alternatifs. Ils transforment la transition en phénomène culturel autant que politique, partageant des analyses, des slogans et des vues contradictoires sur l'avenir. Pour une génération habituée à la dégradation progressive des services publics, la rupture ouvre une brèche dans l'imaginaire, celle d'un changement possible, mais encore fragile. La crainte d'un retour à la situation antérieure demeure cependant omniprésente, comme un rappel que la transition ne vaut que si elle modifie effectivement le quotidien. Enfin, au niveau régional, la transition de Bissau s'inscrit immédiatement dans une dynamique plus large. Les observateurs extérieurs interprètent l'événement à travers le prisme du Sahel, mettant en parallèle des séquences déjà vues au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. L'influence symbolique de figures, comme Ibrahim Traoré, nourrit cette grille de lecture. Elle renforce l'idée qu'un courant politique centré sur la souveraineté gagne en cohérence dans la région. Pour certains partenaires internationaux, cette convergence représente un risque pour la stabilité. Pour d'autres, elle indique l'émergence d'un modèle alternatif de gouvernance. Dans tous les cas, la transition de Bissau devient un point d'observation privilégié, un baromètre des forces qui reconfigurent l'Afrique de l'Ouest. D'abord, envisageons un scénario de base, une stabilisation prudente. Si la transition militaire maintient un rythme contrôlé et évite les rivalités internes, le pays pourrait entrer dans une phase de stabilisation fragile. Les institutions seraient réorganisées par étapes, avec une réactivation minimale des services publics et une tentative de restaurer la confiance administrative. Les décisions se concentreraient sur la sécurité intérieure, les priorités budgétaires immédiates et la remise en ordre des dispositifs essentiels. La population percevrait cette période comme un répit. Les dysfonctionnements ne disparaîtraient pas, mais cesseraient au moins de s'aggraver. Dans ce scénario, la trajectoire dépend de la capacité du leadership à ne pas précipiter des réformes trop ambitieuses, susceptibles de raviver des tensions latentes. Ensuite, imaginons un scénario optimiste, une refonte institutionnelle et un recentrage souverainiste. Si les nouvelles autorités parviennent à instaurer un dialogue régulier avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, communautés locales, opérateurs économiques, une transformation plus profonde deviendrait possible. Les priorités tourneraient autour de la restructuration des ressources nationales, de la transparence des contrats et d'une réorganisation méthodique de l'administration. Cette dynamique ouvrirait la voie à un repositionnement régional assumé, inspiré par certaines trajectoires voisines mais sans les reproduire. La société civile, progressivement réengagée, commencerait à percevoir la transition comme un moment fondateur plutôt qu'un simple épisode de rupture. La confiance se reconstruirait lentement, nourrie par des améliorations visibles dans le quotidien. Enfin, considérons un scénario sombre, blocage et fragmentation. Si les tensions internes à l'appareil militaire s'accentuent, ou si les pressions extérieures deviennent trop fortes, la transition pourrait s'enliser. Les réformes annoncées resteraient bien bloquées, les institutions perdraient encore en cohérence, et les rivalités entre factions politiques, économiques ou régionales ressurgiraient. Dans ce cas, la période de transition se transformerait en compétition permanente pour l'influence, laissant la population dans une lassitude accrue. L'incertitude deviendrait structurelle, rendant toute trajectoire de sortie difficile à imaginer. Pour garder le cap dans cette analyse, retenons une idée simple. Face à ces trois chemins possibles, la clé n'est pas de prédire l'avenir, mais d'évaluer continuellement la cohérence des décisions prises. Une transition ne devient durable que lorsque chaque geste institutionnel renforce la lisibilité du système plutôt que de l'obscurcir. Chez les jeunes, l'impact de la transition est particulièrement visible. Ils ont grandi dans un environnement marqué par l'effritement des services publics, la montée des prix et une défiance chronique envers les institutions. La chute du pouvoir a éveillé chez eux une curiosité nouvelle. Comprendre, analyser, comparer les trajectoires possibles,
Leurs échanges en ligne témoignent d'un mélange d'enthousiasme prudent et de méfiance persistante. Pour cette génération connectée, chaque signal institutionnel devient un indicateur de futur, un élément permettant de mesurer si la transition ouvre réellement une brèche dans le quotidien ou si elle risque de reproduire les mêmes cercles d'usure. La diaspora, quant à elle, observe la situation avec une attention aiguë. Nombreux sont ceux qui ont quitté le pays faute de perspective ou de stabilité administrative. Depuis l'étranger, ils perçoivent la transition comme un moment charnière, une opportunité potentielle de réévaluer leurs liens avec la nation. Leurs discussions oscillent entre prudence et désir d'espérer, nourris par la conscience que tout redressement durable exige une reconstruction patiente des institutions. Leur regard, souvent plus distancié, met en lumière les contradictions, les avancées partielles et les zones encore opaques du processus en cours. Les observateurs régionaux, enfin, inscrivent cette transition dans un cadre plus large. Pour eux, elle ne peut être isolée des dynamiques déjà perceptibles dans plusieurs pays voisins. Ils scrutent les signaux faibles, annonces économiques, gestes institutionnels, premiers arbitrages, afin de déterminer si le pays s'oriente vers une consolidation ou vers une nouvelle phase d'incertitude. Ils comprennent que la position de Bissau pourrait influencer les équilibres régionaux, notamment en matière de sécurité, de souveraineté politique et de coopération transfrontalière. À travers ces trois groupes, une constante apparaît. Chacun cherche des repères fiables dans une période où peu de certitudes s'imposent. La transition ne peut se maintenir que si elle s'appuie sur une feuille de route lisible, capable de transformer une rupture subie en trajectoire maîtrisée. La première étape consisterait à rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base. Administration locale, infrastructures de santé, dispositifs de contrôle budgétaire. Tant que ces structures ne retrouvent pas une cohérence minimale, chaque décision politique reste absorbée par l'effort de maintenir le système en vie. Une stabilisation technique, même modeste, fournit l'ossature indispensable à toute réforme ultérieure. La deuxième étape impliquerait une clarification publique des priorités économiques. Il s'agirait de renégocier les contrats liés aux ressources nationales, noix de cajou, pêche, bois, en y intégrant des critères de transparence et de redistribution locale. Dans cette perspective, certaines trajectoires régionales, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, offrent un point de comparaison. Elles montrent qu'un repositionnement stratégique peut devenir un levier d'autorité intérieure, à condition d'être expliqué clairement et appliqué progressivement. La troisième étape nécessiterait la mise en place d'indicateurs simples mais réguliers. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des routes, fonctionnement des écoles. Ces marqueurs concrets permettraient à la population de mesurer l'avancée réelle, indépendamment des discours officiels. Sans visibilité empirique, même les gestes bien intentionnés risqueraient de se dissoudre dans la méfiance préexistante. Enfin, la quatrième étape devrait établir un calendrier politique réaliste. Non pas un retour précipité aux urnes, mais une séquence structurée où chaque réforme institutionnelle s'accompagne d'un mécanisme de contrôle indépendant. Une transition n'est crédible que lorsqu'elle rend ses propres limites explicites. Lorsque l'officier anonyme décrivait une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, il révélait sans le savoir le fil conducteur de toute la transition, un pays épuisé, mais encore capable de s'accrocher à la moindre possibilité de renouveau. Ce même mélange d'inquiétude et d'espoir irrigue aujourd'hui les rues, les marchés et les hôpitaux, là où l'infirmière du pavillon P4 percevait déjà les premiers signes d'un changement intime dans la manière dont chacun habitait le quotidien. Les parallèles régionaux, amplifiés par des figures comme Ibrahim Traoré, ajoutent une épaisseur émotionnelle particulière. Ils rappellent que même dans les périodes de rupture, certains choix peuvent redonner un sens au mot souveraineté. Pourtant, rien n'était garanti. La transition ne tient pas seulement à la force d'un événement, mais à la constance des gestes qui suivront. Et au fond, malgré l'incertitude, une intuition persiste. Un seuil a été franchi, et le retour en arrière
n'est plus une option. Le pays avance, même dans l'incertitude. Dans un pays où chacun tente encore de mesurer l'ampleur du changement, la parole publique devient un espace rare, un lieu où il est possible de réfléchir sans devoir immédiatement choisir un camp. La transition en cours ne dépendra pas seulement des réformes institutionnelles ou des décisions économiques, mais aussi de la manière dont les citoyens accepteront de penser collectivement ce moment de bascule. Les jeunes connectés, la diaspora attentive, les observateurs régionaux et les habitants des quartiers voient déjà leur quotidien se transformer avant même que les discours officiels ne se stabilisent. Dans cette période de recomposition, l'enjeu n'est pas de célébrer ou de condamner trop vite. Il s'agit plutôt de prendre le temps d'observer, de questionner, de comparer les trajectoires possibles et de reconnaître la complexité d'un processus qui redéfinit les repères habituels. Une transition n'a de sens que si elle ouvre un espace de réflexion commune, capable d'accueillir des doutes, des attentes et des visions différentes. Alors, selon vous, quels signes permettront vraiment de savoir si cette transition ouvre une voie durable ou si elle ne marque qu'un détour dans l'histoire politique du pays ?